Dans les studios animés de Paris, où les lumières des plateaux télévisés capturent les confessions les plus inattendues, un animateur charismatique et controversé brise un silence qui pesait depuis longtemps. Cyril Hanouna, le présentateur vedette de Touche, Pas à mon poste, déclare dans une entrevue exclusive diffusée récemment sur une chaîne nationale. 2 ans après le divorce, je reconnais enfin que ce que le public a toujours soupçonné est vrai. J'ai lutté contre une dépression profonde qui a miné notre couple. À 51 ans, cet homme originaire de Paris, né le 23 septembre 1974, révèle une vulnérabilité intime qui contraste avec son image d'énergique trublion des ondes. Il ne s'agit pas d'un scoop sensationnel sur des infidélités ou des secrets familiaux, mais d'une admission sur les tourments psychologiques qui ont conduit à la fin de son mariage avec Émilie, la mère de ses 2 enfants, Bianca et Lino. De ses racines tunisiennes à ses triomphes médiatiques, la trajectoire de Cyril est un récit de résilience, d'ambition et de batailles intérieures. Cette chronique explore les étapes marquantes de son existence, dévoilant comment un enfant des quartiers parisiens est devenu une icône de la télévision, tout en affrontant les ombres d'une vie personnelle tumultueuse. L'histoire de Cyril Hanouna débute dans le bouillonnement de Paris, le 23 septembre 1975, au sein d'une famille d'origine tunisienne installée dans le quartier de la Goutte d'Or. Fils d'un médecin généraliste et d'une infirmière, il grandit dans un environnement modeste où les discussions autour de la table familiale mêlent récits d'exil et aspiration à une vie meilleure. Les rues animées du 18e arrondissement, avec leurs marchés colorés et leurs accents divers, deviennent son premier terrain de jeu. Parties de football improvisées sur les trottoirs, après-midi passés à écouter les anecdotes de son père sur la Tunisie post-indépendance et des leçons d'humour tirées des comédies françaises diffusées à la télévision. Cyril, avec sa vivacité d'esprit précoce, absorbe tout. Les mélodies de Dalida qui résonnent dans les appartements voisins, les débats passionnés sur la politique gaullienne et l'art de la répartie que sa mère lui inculque lors des dîners simples composés de couscous et de salade fraîche. Les années 1980 marquent une enfance marquée par la dualité culturelle. À l'école publique du quartier, Cyril navigue entre ses racines maghrébines et l'identité française, affrontant parfois des préjugés qui forgent son caractère combatif. Son père, soucieux d'intégration, l'inscrit à des cours de théâtre amateur au centre culturel local où il découvre le plaisir de faire rire un public. Ces expériences formatives, selon des observateurs de la sociologie urbaine, cultivent chez lui une empathie pour les marginaux, ceux que la société relègue aux périphéries. À l'adolescence, la famille déménage vers des quartiers plus calmes comme les Lilas, offrant à Cyril un cadre plus stable pour ses études secondaires. Au lycée, il excelle en économie, mais se passionne pour les médias. Rédaction d'un journal scolaire satirique, où il caricature professeurs et actualités, et des imitations de présentateurs comme Patrick Sébastien qui amusent ses camarades. Cette période n'est pas exempte de défis. La pression familiale pour une carrière stable en médecine ou en droit contraste avec ses rêves d'antenne. Cyril, après le baccalauréat en 1992, s'inscrit en gestion à l'université Paris-Dauphine, mais les cours théoriques l'ennuient rapidement. Il multiplie les petits jobs, animateur dans des colonies de vacances, où il organise des spectacles comiques, et stagiaire dans des radios locales comme Radio Nova, où sa voix dynamique capte l'attention. Des analystes de la communication soulignent que ses débuts modestes aiguisent son sens de l'improvisation, transformant les frustrations juvéniles en carburant pour une ascension fulgurante. Paris, ville de contraste, se révèle comme un creuset où l'ambition de Cyril prend forme, le préparant à conquérir les ondes nationales.
Les années 1990 voient Cyril Hanouna plongé dans l'univers médiatique parisien, un milieu compétitif où les opportunités se disputent âprement. À 20 ans, il décroche un poste d'assistant de production chez Comédie, une chaîne naissante dédiée à l'humour, où il gère les plannings et observe les coulisses des émissions. Les studios de la rue de Rivoli deviennent son école pratique. Nuit blanche à monter des sketchs, discussions avec des humoristes comme Jean-Yves Lafesse, qui lui transmettent les ficelles du métier, et des apparitions fugaces à l'antenne qui testent son charisme. Cyril, avec son énergie contagieuse, se distingue rapidement, passant de l'ombre à la lumière en animant des segments courts sur des thèmes loufoques. Ses collègues évoquent ses débuts comme une période d'apprentissage intense, où son humour potache équilibre les rigueurs du direct. En 1999, le virage décisif arrive avec son entrée à M6, où il co-anime La Grosse Émission, un programme déjanté, mêlant parodie et invités surprises. Les plateaux, emplis de rire et de chaos contrôlé, lui permettent d'affiner son style. Une interactivité avec le public qui transforme les téléspectateurs en complices. Des critiques médiatiques notent que cette émission marque son émergence comme figure disruptive, challengeant les formats traditionnels avec une spontanéité rafraîchissante. Parallèlement, ses relations personnelles évoluent. Une romance avec une productrice de radio, brève mais formatrice, lui enseigne les pièges de mélanger vie privée et professionnelle. Cyril, en confidence ultérieure, qualifie cette décennie comme un tourbillon enrichissant où les succès radiophoniques sur NRJ complètent son portfolio télévisuel. Le nouveau millénaire consolide son ascension. En 2002, il lance Morning Live sur M6, une matinale qui cartonne avec ses chroniques irrévérencieuses et ses défis absurdes. Les audiences grimpent, attirant un public jeune séduit par son franc-parler. Cette phase professionnelle s'entremêle avec des explorations sentimentales plus stables. Sa rencontre avec Émilie, une styliste discrète, en 2000, lors d'une soirée médiatique. Leur union, officialisée en 2003, apporte une ancre émotionnelle au milieu du tourbillon. Des experts en psychologie des médias observent que ce équilibre familial nourrit sa créativité, lui permettant de risquer des formats audacieux sans craindre l'instabilité. Les ondes, pour Cyril, ne sont plus un rêve. Elles deviennent un empire en construction, pavant la voie à des défis plus grands. Paris, au tournant des années 2000, s'impose comme hub médiatique où les carrières se croisent avec les destinées personnelles. Cyril Hanouna, alors en pleine montée, rencontre Émilie lors d'un événement promotionnel pour une marque de mode. Leur connexion immédiate, nourrie de conversations sur l'art et l'humour, évolue vers un engagement profond. Émilie, avec son background en design, représente pour Cyril un havre de sérénité loin des caméras. Leur mariage en 2003, célébré dans une cérémonie intime au cœur de la capitale, symbolise une alliance équilibrée. Lui, l'animateur extraverti. Elle, la partenaire discrète qui gère les aspects logistiques de leur vie commune. Des observateurs relationnels soulignent cette complémentarité comme clé de leur longévité initiale, où l'ambition de Cyril trouve un soutien inconditionnel. La naissance de leur fille Bianca en 2011 marque un tournant familial. Les nuits blanches de tournage cèdent la place à des routines parentales, avec des promenades au jardin des Tuileries et des anniversaires thématiques inspirés de dessins animés. Cyril, en entretien de l'époque, exprime sa joie paternelle, intégrant des anecdotes familiales dans ses émissions pour humaniser son image. L'arrivée de Lino en 2012 renforce ce noyau. La famille s'installe dans une résidence spacieuse à Neuilly-sur-Seine,
où Émilie orchestre un quotidien rythmé par des activités éducatives. Cette phase conjugale se tisse avec des collaborations professionnelles indirectes. Émilie conseille sur les tenues de Cyril, influençant subtilement son style télévisuel. Pourtant, des tensions émergent progressivement. Les horaires irréguliers de Cyril, dictés par Touche, Pas à mon poste. Lancé en 2010 sur France 4, grignote le temps familial. Émilie, patiente, assume le rôle principal dans l'éducation des enfants, organisant voyages scolaires et cours de musique. Des analystes psychologiques notent que cette dynamique, commune au couple médiatique, sème les graines d'un déséquilibre qui culminera plus tard. La famille Hanouna, vue de l'extérieur, incarne le succès. Vacances en Tunisie pour reconnecter avec les origines et apparition publique dosée qui préserve l'intimité. Cyril, dans cette ère, trouve en Émilie et les enfants un ancrage qui tempère les controverses naissantes de son émission. Le mariage de Cyril et Émilie entre dans une phase d'ascension fulgurante avec le succès de Touche pas à mon poste, transféré sur D8 en 2012 et rebaptisé C8 en 2016. L'émission, un talk-show quotidien mêlant débats houleux et sketchs comiques, propulse Cyril au rang de roi des audiences, attirant jusqu'à 2 millions de téléspectateurs par soir. Émilie, en coulisses, gère les retombées, organisation de dîners avec chroniqueurs, conseils sur les thématiques sensibles pour éviter les dérapages. Bianca et Lino, grandissant, assistent parfois aux enregistrements, fascinés par le charisme paternel, mais Émilie veille à limiter leur exposition médiatique, inscrivant les enfants dans des écoles privées bilingues pour un cadre normalisé. Des critiques télévisuelles saluent cette stratégie comme un bouclier contre les pièges de la célébrité. Cependant, les nuages s'amoncellent. En 2015, des polémiques éclatent autour de sketchs jugés homophobes ou misogynes, menant à des sanctions du CSA. Cyril, défendant son style provocateur, subit un stress croissant qui rejaillit sur le foyer. Émilie, confidente privilégiée, l'encourage à consulter des spécialistes. Mais les tensions montent lors de disputes sur l'équilibre vie pro-vie perso. La pandémie de 2020 accentue ces fissures. Confinés à Neuilly, la famille redécouvre une intimité forcée, avec des jeux de société et des cours en ligne pour les enfants, mais Cyril, adaptant son émission au télétravail, envahit l'espace domestique avec caméras et réunions virtuelles. Des experts en relations conjugales analysent cette période comme un révélateur. Le confinement expose les fragilités, transformant l'amour en routine étouffante. En 2021, Cyril diversifie ses activités. Production de films comme Ténor en 2022, où il joue un rôle caméo, et lancement de livres satiriques qui cartonnent en librairie. Émilie soutient ses ventures, co-organisant des lancements, mais exprime en privé son épuisement face à l'omniprésence médiatique de son époux. Les enfants, adolescents, commencent à questionner ce mode de vie. Bianca s'intéresse à la mode, inspirée par sa mère, tandis que Lino pratique le tennis avec passion. Cette phase d'ascension, riche en succès, masque une usure progressive. Cyril admettra plus tard que les pressions professionnelles ont semé les graines d'une dépression larvée, affectant intimement leur union. La décennie 2020 expose les signes avant-coureurs d'une rupture inévitable dans le couple Hanouna. En 2022, alors que TPMP fête ses 10 ans avec des spéciales grandioses, Cyril fait face à des controverses amplifiées, accusations de harcèlement moral par d'anciens chroniqueurs menant à des enquêtes journalistiques qui envahissent les tabloïds. Émilie, protectrice, tente de l'isoler de ces tempêtes,
organisant des escapades en Corse où la famille se ressource au bord de mer, avec des balades en bateau et des repas méditerranéens. Pourtant, ces parenthèses ne suffisent pas. Cyril, submergé par l'adrénaline des plateaux, développe des symptômes d'anxiété, insomnie, irritabilité, qu'il minimise publiquement, mais qui érodent le dialogue conjugal. Bianca et Lino, entrant dans l'adolescence, deviennent des témoins involontaires. Dispute sur l'éducation, où Émilie prône une discipline ferme tandis que Cyril, plus laxiste, compense ses absences par des cadeaux extravagants comme des voyages à Disneyland. Des thérapeutes familiaux consultés en secret aident à naviguer ces clivages, mais la dépression de Cyril s'aggrave, nourrie par les critiques en ligne et les exigences de Canal+. En 2023, le divorce est annoncé. Un communiqué conjoint évoque une séparation à l'amiable, priorisant le bien-être des enfants. Émilie s'installe dans un appartement parisien, assurant une garde alternée fluide, avec des week-ends partagés et des vacances conjointes pour maintenir l'unité familiale. Post-divorce, Cyril multiplie les projets. Un one-man show en 2024 qui tourne dans les zéniths de France, mêlant stand-up et anecdotes personnelles et des apparitions dans des films comme Big Buzz Quiz. Émilie, discrète, se consacre à des activités philanthropiques, soutenant des associations pour l'enfance. Des analystes psychologiques interprètent ce divorce comme un aboutissement logique. Les signes, retraite émotionnelle, priorisation du travail, étaient visibles, transformant un partenariat solide en lien distendu. Cyril, dans cette transition, commence à explorer sa vulnérabilité, posant les bases d'une confession future. Les 2 années suivant le divorce marquent une renaissance pour Cyril Hanouna, teintée de rumeurs et de défis intérieurs. En 2024, il lance une nouvelle émission sur M6, un talk-show nocturne explorant des thèmes sociétaux avec une tonalité plus introspective, attirant un public renouvelé. Bianca, passionnée par les arts, intègre une école de design à Paris, tandis que Lino excelle en sport, participant à des tournois juniors avec le soutien paternel. Cyril, en père impliqué, assiste à leurs événements, organisant des dîners hebdomadaires qui préservent les liens familiaux malgré la séparation. Émilie, de son côté, s'engage dans des projets entrepreneuriaux, lançant une ligne de vêtements éco-responsables qui rencontre un succès modéré. Pourtant, les rumeurs enflent. Des tabloïds spéculent sur une romance avec Tiffaine Osière, fille de Brigitte Macron, alimentée par des apparitions communes à des galas. Cyril dément initialement, mais ces bruits amplifient son stress, ravivant sa dépression. Il consulte des spécialistes, adoptant des routines bien-être comme le yoga et la méditation, qu'il intègre subtilement dans ses émissions pour sensibiliser le public. En 2025, des enquêtes sur son management chez C8 révèlent des pratiques controversées, menaces, règlements de compte, qui le placent sous les feux des critiques, exacerbant son isolement émotionnel. Des experts en santé mentale analysent cette période comme un cycle vicieux. Le succès masque les tourments, mais les rumeurs les amplifient, menant à une introspection forcée. Cyril répond par la création, un podcast personnel où il aborde des thèmes comme la paternité post-divorce et des collaborations avec des artistes pour des singles humoristiques. Les enfants, résilients, naviguent cette visibilité. Bianca partage des posts artistiques sur les réseaux, Lino reste discret. Cette vie post-divorce riche en défis illustre une transformation, de l'animateur invincible à l'homme confrontant ses démons, préparant le terrain à une admission libératrice. À 51 ans, en octobre 2025, Cyril Hanouna s'assoit face à une caméra pour un spécial anniversaire de son émission
diffusé sur M6. Le plateau, sobre avec des photos familiales en fond, accueille sa confession. 2 ans après le divorce, je l'admets enfin. Ce que vous avez toujours soupçonné est vrai. J'ai traversé une dépression qui a détruit notre mariage, masqué par mon hyperactivité. Cet aveu, prononcé avec une émotion contenue, détaille les strates de sa souffrance. Comment les pressions médiatiques ont engendré un burn-out progressif, des nuits d'angoisse où il doutait de tout, et un silence conjugal qui a creusé l'abîme avec Émilie. Cyril entrelace récits personnels et réflexions. Le mariage, initialement un refuge, est devenu un théâtre où il jouait le rôle du mari parfait, ignorant les signaux d'alerte comme les crises de panique post-émission. La déclaration résonne. Réseaux sociaux bouillonnent de témoignages solidaires, experts en santé mentale la citent comme exemple de déstigmatisation. Post-aveu, Cyril s'engage dans des campagnes pour la prévention du burn-out, organisant des conférences avec des psychologues. Émilie, respectueuse, maintient une coparentalité harmonieuse avec des fêtes d'anniversaire communes pour Bianca et Lino. Cyril diversifie. Un livre sur sa résilience prévu pour 2026, des rôles au cinéma qui explorent des personnages vulnérables. Cette phase tardive définit une générosité nouvelle. Dons à des associations mentales, mentorat pour jeunes animateurs. Des analystes culturels voient en cet aveu un contrepoint à l'image du showman infatigable, un manifeste pour l'authenticité dans un monde de façade. La vie de Cyril coule désormais en un rythme apaisé. Matin dédié aux enfants, après-midi créative, soirée de réflexion. Dans des notes privées partagées éthiquement, il conclut que la dépression, une fois admise, transforme la douleur en force, reliant l'enfant de Paris à l'homme réinventé. Que pensez-vous, lecteur? La dépression est-elle le mal silencieux des célébrités ou un appel à plus d'empathie collective? Comment envisagez-vous la suite pour Cyril? Plus de transparence, de nouveaux défis ou un retrait serein? Commentez ci-dessous, likez si cette chronique vous a touché et abonnez-vous pour d'autres récits profonds, d'autres récits profonds, d'autres récits profonds.